ce combat d'Amnesty International, c'est effectivement un avocat en Grande-Bretagne qui l'a lancé, Peter Benenson, un monsieur qui, à un moment donné, dans le début des années 60, en 1961, était révolté d'apprendre que des gens étaient mis en prison simplement à cause de leurs idées. Il avait entendu parler de 2 étudiants au Portugal qui avaient porté ce qu'ils avaient appelé un toast à la liberté, qui avaient trinqué dans un bar à la liberté et puis qui avaient été mis en prison au Portugal. Et il s'est dit, c'est quand même incroyable de penser qu'on est sur le même continent, il y a des gens qui peuvent dire des choses et d'autres qui se font mettre en prison pour leurs idées. Et c'est comme ça qu'Amnesty International est né. En 1961, il a lancé un appel, Appeal for Amnesty, un appel pour l'amnistie, et c'était un appel qui concernait 5 prisonniers d'opinion dans différents pays, à la fois en Europe, mais aussi au Sud, dans le bloc de l'Est et dans le bloc de l'Ouest, des gens qui étaient simplement détenus parce qu'ils avaient osé s'exprimer. C'est donc une idée toute simple, en fait, l'idée de la création d'Amnesty International, c'est l'idée que des individus, comme vous, comme moi, des individus qui n'ont aucun pouvoir, quand ils se mettent ensemble, ils ont un pouvoir et ils peuvent se faire entendre. Et Amnesty International se base sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, un texte extrêmement important, mais un texte qui n'est en fait qu'un bout de papier. C'est un texte qui a été adopté au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, c'était au moment où les États disaient « qu'est-ce qu'on peut faire pour que les atrocités commises pendant la Deuxième Guerre mondiale plus jamais ne se reproduisent ?» Et donc, ils ont écrit ce texte. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un texte absolument visionnaire, et que ce serait bien difficile d'arriver à une unanimité comme ça a été le cas à ce moment-là. Mais donc c'est un texte qui, comme je disais, n'est qu'un bout de papier parce qu'en fait, on ne peut pas exiger des États qu'ils respectent la Déclaration universelle. En fait, la Déclaration universelle ensuite a donné lieu à toute une série de conventions et c'est ces conventions que les États sont obligés de respecter s'ils les ont ratifiées. Par contre, la Déclaration reste un texte déclaratoire, elle n'a pas force de loi. Mais je vous ai mis le premier article, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, qui est la base même de l'idée qui est derrière la déclaration. Personne ne doit être victime de discrimination, que ce soit pour des questions de race, de religion, d'orientation sexuelle, que ce soit parce que c'est quelqu'un qui a dit quelque chose, qui s'est engagé, qui a protesté contre son gouvernement. Les gens ont tous la même dignité et les mêmes droits. Où commencent les droits humains ? Je vous ai mis une photo de Eleanor Roosevelt, qui était la femme du président Roosevelt et qui était chargée, avec tout un comité de rédacteurs, d'écrire cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Et elle a dit cette phrase qui est, à mon avis, absolument centrale. Les droits humains commencent en fait tout près de chez nous. Il faut effectivement se souvenir que les droits commencent près de chez soi, elle le dit, en des lieux si proches et si petits qu'on ne peut les voir sur aucune carte du monde. Ils constituent l'univers personnel de chacun, le quartier où l'on vit, l'école ou l'université qu'on fréquente, l'usine, la ferme ou le bureau où on travaille. C'est là que chaque homme, chaque femme, chaque enfant aspire à l'équité dans la justice, à l'égalité des opportunités et à la même dignité sans discrimination. Si dans ces endroits-là, les droits sont dénués de sens, alors ils n'en auront guère davantage ailleurs. Si chacun ne fait pas preuve du civisme nécessaire pour que les droits soient respectés dans son propre entourage, alors il ne faut pas s'attendre à des progrès à l'échelle du monde. Et je trouve cette phrase extrêmement essentielle parce que c'est vrai, en fait. On peut se dire, en Suisse, globalement, les droits humains sont respectés, donc, finalement, est-ce que ça vaut la peine de se battre ? Il y a toujours des situations où il y a des inégalités, des discriminations, des situations d'injustice. Et si on n'arrive pas à se battre ici, dans un pays où quand même il y a encore de nombreux privilèges, où il y a encore la possibilité de se battre, si on n'arrive pas à faire respecter les droits ici, alors ce sera très difficile de les faire respecter ailleurs, dans des pays où il n'y a pas d'état de droit, dans des pays où il y a de la persécution. Donc il faut commencer par se battre à son niveau et tout près de chez soi.
Quelques mots sur quel est le travail aujourd'hui d'Amnesty, parce que je vous mettais la photo du fondateur qui allumait cette bougie et qui, en fait, a lancé Amnesty comme un mouvement de gens qui écrivent des lettres. Aujourd'hui, on n'écrit plus forcément beaucoup de lettres, on en écrit encore, c'est vraiment l'ADN de l'organisation. Mais Amnesty International est d'abord et avant tout une organisation qui mène un travail de recherche sur le terrain, qui enquête, qui, sur cette base, publie des rapports. Ces rapports sont publiés dans le cadre aussi d'un travail médiatique. Il y a tout un travail de lobbying qui est fait et un travail de mobilisation. Nous mobilisons nos membres actifs partout dans les pays où nous sommes présents pour essayer de faire pression et de faire changer les choses et de faire changer le monde.